Et voilà, en quelques vidéos à peine, j'ai déjà rompu ma promesse de ne pas faire de vidéo review dédiée à un seul tome, mais à une saga complète. Mais ce livre était trop bien et il faut que j'en parle. Salut Booktube! Aujourd'hui, comme vous l'avez compris avec le titre de la vidéo, je vais vous parler d'un de mes derniers coups de cœur. Je vais vous parler de The Poppy War de R.F. Kuang, qui est le premier tome d'une trilogie. Celui-ci a été traduit aux éditions Actes Sud sous le nom de La guerre du pavot par Yanis Urano. Tout d'abord, The Poppy War, de quoi ça parle? Ça va parler de Rin, une jeune orpheline qui a été recueillie par des parents adoptifs pas très sympathiques avec elle, on va dire, et qui n'a qu'une seule envie, c'est partir de cette vie et s'émanciper pour devenir une des plus puissantes générales de son empire. Et c'est pourquoi elle va participer à un examen et travailler de manière acharnée pour réussir à entrer dans la plus prestigieuse université pour apprendre la stratégie, le combat, tout ce qui fait un bon militaire. En parallèle de ces études vont venir s'immiscer des discussions politiques avec notamment la menace d'une troisième guerre entre son empire et l'empire voisin qui ont été connus pour être assez belliqueux dans les dernières décennies et avec notamment le génocide d'un peuple entier. Voilà, on va la suivre alors qu'elle découvre le maniement des armes, alors qu'elle découvre qui elle est et ça va vraiment se développer vers, ce n'est pas un spoil vu le titre, vers une guerre entre les deux royaumes. Donc comme d'habitude dans une première partie je vais vous donner mon avis général avec quelques points positifs, quelques points négatifs, même s'il n'y en a pas beaucoup j'avoue. Et dans une deuxième partie, pour ceux qui l'ont lu, je vais faire une partie spoil où je vais vraiment déchiqueter un petit peu le livre et discuter de façon un peu plus réfléchie sur tout ça. Parce que Dieu sait que j'ai des choses à dire. Quelque chose que j'ai vraiment adoré dans ce roman, c'est le développement des personnages et notamment le personnage de Rin qui est merveilleusement bien écrit. Elle est clairement pas parfaite et beaucoup de ses décisions sont très discutables et parfois assez horribles, mais elle a une continuité et une personnalité qui sont assez impressionnantes et vraiment l'ensemble du roman, l'ensemble du texte, chaque événement qui va se passer sert au développement de son personnage sans que ce soit fait avec des gros sabots, c'est-à-dire qu'en fait on comprend par la suite à la fin que tout a mené vers cette fin, tout a mené vers la conclusion et chaque événement a un impact sur qui elle devient et on voit des nuances à chaque fois. Elle s'enrichit tout en restant la même avec sa caractéristique principale qui est cette envie de s'émanciper, cette envie de pouvoir tellement présente chez elle et qui va rester tout au long du livre et par-dessus ça, les influences des autres, les influences de ce qui se passe vont venir se greffer là-dessus pour un petit peu moduler, nourrir cette envie de pouvoir. Elle a envie de gagner en puissance mais en même temps d'autres choses se passent qui lui font un petit peu peur, qui lui font reconsidérer un petit peu cette envie du pouvoir. Et donc voilà, on va voir un petit peu tout ça se moduler et chaque chose vient ajouter une brique de plus à la construction de son personnage pour mener à la conclusion finale qui est, c'est la partie no spoil mais qui est absolument dans son personnage. Je vous ai dit que la première partie du roman était une partie d'apprentissage et il va y avoir notamment toute une phase d'apprentissage du chamanisme. Donc c'est le système de magie au cœur de ce roman qui est la capacité à converser, à dialoguer avec les dieux qui sont présents dans cet univers. Et quelque chose que je trouve très très cool, c'est l'influence asiatique par ces dieux qui sont inspirés très clairement de dieux chinois, il me semble. On a tout un panthéon de dieux avec un allié d'un des dieux qui est une tortue géante comme on peut le trouver dans la mythologie chinoise. Il y a aussi l'ensemble du royaume qui est composé de 12 provinces qui sont les signes astrologiques chinois. Ça nous détache un petit peu de nos systèmes de fantaisie occidentalo-centrés qu'on peut avoir habituellement et ça fait quelque chose de bien plus rafraîchissant, de bien plus original qui change vraiment et c'est assez rare, même si on a de plus en plus qui parlent de mythologie asiatique, de mythologie chinoise, c'est assez rare d'en avoir et d'en avoir qui sont faits de façon finalement aussi subtile et aussi intéressante quoi. Cette influence asiatique n'est clairement pas cachée, c'est pas du tout un mystère. L'autrice R.F. Kuang est d'origine chinoise et elle a choisi de baser tout ce tome, toute cette première partie de sa trilogie sur un épisode très important de l'histoire de Chine, la deuxième guerre sino-japonaise, qui est quelque chose dont j'avais vaguement entendu parler mais sans vraiment savoir ce que c'était. Je me suis un petit peu renseignée et je trouve ça
incroyable qu'on n'en ait pas plus entendu parler, qu'on ne soit pas plus conscient de ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que c'est quand même le Japon qui veut envahir la Chine dans la Deuxième Guerre mondiale, avec des choses pas très sympathiques qui se sont passées. Ouais, elle a vraiment basé ça là-dessus pour justement accorder de la représentation et de la traduction littéraire à cet épisode, et ce que je trouve vraiment très intéressant. Et donc je rebondis sur ce que je viens juste de dire, sur les choses horribles qui se sont passées pendant la guerre sino-japonaise. Comme ce livre est une réinterprétation de cet épisode, les choses horribles sont monnaie courante. Très clairement, ce livre n'est pas fait pour les personnes sensibles. C'est de la fantasy adulte, et je dirais même plus, c'est de la fantasy grimdark. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les sous-genres, la grimdark fantasy, c'est vraiment une fantasy avec énormément de sang, des boyaux, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est un point positif, mais j'ai conscience que pour certains, c'est difficile à lire. L'écriture de l'autrice dans ce genre de situation est absolument incroyable. Les scènes de guerre, les scènes où on assiste à des choses terribles, où on découvre des choses, sont tellement bien écrites. On ressent tout, enfin vraiment, on ressent la peur qui vient paralyser tous les soldats au début de la guerre, qui sont finalement des soldats mais qui jouaient jusque-là à être des soldats, des généraux, et qui en fait, une fois que le combat est là, sont terrifiés. Et ça vaut aussi pour Rin. Elle a qu'une envie, c'est de s'enfuir, c'est qu'on la sauve, et elle a même pas peur de mourir finalement, elle veut juste s'enfuir. Chaque meurtre, chaque moment où quelqu'un va être blessé, va être déchiqueté de part en part, on peut vraiment ressentir à chaque fois, c'est presque comme si on sentait les gouttes de sang sur nous-mêmes, tellement c'est bien décrit. Et c'est ça qui le rend aussi terrible et aussi horrible comme livre. Je suis pas du tout quelqu'un de sensible à tout ça. Et franchement, il y a un moment où j'ai vraiment eu la nausée et j'étais au bord de refermer le livre parce que c'était trop, quoi. Donc voilà, je veux juste faire une grosse parenthèse sur des trigger warnings, parce qu'il y a trigger warning suicide, génocide, décapitation, sang, viol, torture, mutilation. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer dans une guerre. Et un autre petit truc pour un trigger warning, c'est la consommation de substances addictives et l'addiction à des drogues. C'est vraiment quelque chose qui est central dans le récit, donc si c'est quelque chose qui vous gêne ou vous avez un passif avec ça, passez votre chemin, je pense que c'est préférable. Bon, comme vous l'avez compris, c'est un coup de cœur, mais j'ai quand même un petit bémol. Je sais pas exactement quelles sont mes pensées là-dessus. Ça va être le rythme et l'organisation du roman, parce qu'en fait ce roman est organisé en 3 parties. La première partie est vraiment centrée sur l'apprentissage, et après on défile plutôt sur l'ambiance de guerre, et je trouve qu'il y a un énorme fossé entre la première et la deuxième partie. Et ça voilà, c'est un petit peu quelque chose qui m'a dérangée. Après d'un autre côté ça se comprend aussi dans le récit, parce que c'est un peu la belle petite vie, tout se passe bien, tout va bien, on suit au jour le jour, et d'un coup bam, la déclaration de guerre qu'ils avaient finalement pas vraiment prévu. Bon, il y avait des signes, mais c'est comme toutes les guerres, j'imagine, où on ne doit pas se rendre compte tant que c'est pas là. On se dit non, mais c'est bon. Et donc voilà, c'est compréhensible, mais c'est quelque chose, c'est vrai, qui fait une grosse rupture. Après, d'un autre côté, ça s'enchaîne très très bien par la suite, mais voilà, c'est juste ce moment de rupture. Je me suis un peu dit, ouais, où est-ce que ça part, comment on y va. Enfin voilà, c'est un petit peu bizarre et j'ai eu un peu de mal avec ça au début. En conclusion, vous vous en doutez, j'ai adoré, je lui ai mis la note de 5 sur 5. Il a été traduit en français, donc foncez. Il y a une petite incertitude en revanche sur la traduction des tomes 2 et 3 en français, je crois. Si vous voulez le lire en anglais, c'est assez difficile, il y a pas mal de mots un peu tarabiscotés. Donc je lui donnerai la note de 4 sur 5 en anglais. Voilà, assez difficile, il faut être quand même à l'aise avec la lecture en VO. Maintenant qu'on a fait ça, rentrons dans les choses sérieuses. Donc toutes les personnes qui n'ont pas lu ce livre, je vous dis à bientôt. On arrête de procrastiner, on va prendre un livre, tout ça. Et bienvenue à ceux qui ont été aussi traumatisés que moi par ce roman. La fin et la décision de Rin. Et je peux pas dire, comme je l'ai dit dans la partie no spoil, on peut pas dire que c'est une surprise, on peut pas dire que c'est étonnant. Enfin, en fait, tout l'arc narratif de Rin, c'est vraiment basé sur le fait qu'elle veuille le pouvoir, qu'elle veuille être puissante, qu'elle veuille la puissance. À un moment, elle le dit, je crois que c'est aux 2/3 du bouquin, où j'ai gardé cette citation, et elle dit « I don't want to be saved, I want power ». Et ça, c'est vraiment ce qui résume le personnage de Rin. Et du coup,
qu'à la fin elles finissent par choisir de s'ouvrir aux dieux, de s'ouvrir au phénix, ben on s'y attend en fait, vraiment, c'est pas une surprise et ça n'en a jamais été une. Et finalement je pense que même si on avait envie qu'elle écoute Jiang, qu'elle écoute sa mère, au final on le sait, et on le sait très bien au plus profond de nous-mêmes qu'elle va pas le faire. Et ce que je trouve assez cool, c'est que même si Rin est ultra consistante et que tout vraiment dans son évolution est fait pour qu'elle soit menée à cette décision, à cette prise de conscience-là, tout est fait pour ça. La mort de Jiang, qui est son seul rempart contre les autres qui utilisent leur pouvoir comme si de rien n'était, lui c'est le seul qui a conscience du fait qu'il faut pas l'utiliser. Sa disparition, parce que voilà, c'est vrai qu'il est pas vraiment mort, mais sa disparition, et après son contact avec Altan qui fait que renforcer cette haine et cette envie de puissance et de reconnaissance chez elle. C'est son but, hein, Altan. On en reparlera juste après de ce gros enfoiré, voilà. Mais tout ça c'est fait pour, et c'est toujours entrecoupé de petites lueurs d'espoir quand à chaque fois qu'elle se rappelle des paroles de Jiang, quand elle le retrouve dans la prison, pareil sa mère, et le fait qu'elle dise qu'elle a peur, qu'elle ne veut pas être dépendante des drogues, etc. Tout ça, ça me donne à chaque fois des petites lueurs d'espoir, même si au plus profond de nous-mêmes on sait très bien qu'elle va y arriver à un moment. Et la seule chose finalement qui la retient, c'est pas l'envie de ne pas passer le cap, c'est pas la réalisation que c'est mal. En fait, c'est jamais une dénonciation de ce qui se passe, une dénonciation des pouvoirs des dieux et de ce qu'ils risquent. C'est toujours la peur de se perdre. Et en fait, au moment où elle a tellement perdu que finalement ça ne compte plus vraiment, c'est à ce moment-là où du coup, vu qu'elle n'a pas peur du pouvoir en lui-même, elle y va. C'est ça je trouve qui est très très bien construit. Et j'ai vu plusieurs personnes, sur Goodreads notamment, dire qu'ils comprennent pas sa décision, qu'on ne peut pas lui accorder une telle décision, mais en fait c'est logique, elle a été construite comme ça, elle a été développée comme ça, et on peut ne pas l'aimer pour ça. Je pense que voilà, c'est aussi légitime de ne pas aimer un personnage qui va génocider tout un peuple. Mais voilà, on peut pas dire qu'elle est mal écrite. Et du coup, on ne peut pas dire que ça nuit au roman. Parce que j'ai vu que des personnes mal notaient le roman à cause de ça, en disant je peux pas pardonner la décision du personnage principal, etc. Enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours, très clairement. Et le personnage principal, c'est pas parce qu'il prend une décision avec laquelle on n'est pas d'accord que le roman est mauvais. Au contraire, elle a été tellement bien décrite, tellement bien amenée cette décision que on peut que dire que c'est de la bonne écriture. Enfin, il y avait quand même des signes avant-coureurs. Dès le début, on aurait pu prédire ce qui allait se passer quand, pour arriver à l'académie pour le test, elle se brûle à longueur de nuit pour rester réveillée parce qu'elle a découvert que la douleur lui permettait de rester réveillée. Enfin, je sais pas, c'est quand même une envie de pouvoir assez importante. J'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi serpentard que Rin, honnêtement. Enfin, il y a ça, il y a le fait de détruire son utérus la première fois qu'elle a ses règles parce que ça risque de l'empêcher de bien combattre tous les mois. Enfin, c'est quand même quelque chose de détruire son utérus sur un coup de tête. Voilà, c'est vraiment des décisions qu'elle prend comme ça, et la seule chose qu'elle veut, la seule chose qui importe, c'est vraiment le pouvoir, quoi. Et pour ça, je la trouve vraiment fascinante, en fait. Je la trouve très intéressante à lire, même si je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'elle a fait, manifestement. Et quelque chose qui l'a énormément influencé là-dedans, c'est évidemment Altan. Altan qui est, je pense, le pire personnage. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans cette histoire, finalement. Enfin, c'est deux univers qui se tapent sur la gueule, mais voilà. Pour moi, l'antagoniste, finalement, le plus probant, ça va être un petit peu Altan dans cette histoire, parce que c'est lui qui la corrompt depuis le début, c'est lui qui veut qu'elle devienne ce qu'elle devient à la fin. C'est vraiment lui qui pousse pour ça, en fait. C'est vraiment un enfoiré fini. Il la harcèle moralement, il la frappe, il fait tout pour augmenter sa rage. Et une des phrases que j'ai vraiment détestées chez Altan, c'est après qu'il l'ait battue, qu'il l'ait rabaissée comme je sais pas quoi, et qu'elle finit enfin par lui brûler la gueule, à raison, hein. J'aurais préféré qu'elle le tabasse avec ses poings, mais bon voilà, tant pis. Et là il lui dit une phrase qui m'est restée, c'est le « So that's what it takes ». Et en fait, le seul but d'Altan, c'est pas de l'aimer, c'est pas de la soutenir finalement, c'est vraiment d'avoir son pouvoir à elle aussi. Et en fait, il est tout aussi imbu de pouvoir que le phénix, il est sous le contrôle complet du phénix, et ça, c'est un truc qu'on s'en rend compte à la fin finalement, et je trouve que pour ça, Altan est assez bien écrit aussi, même si je le déteste, et voilà, mais il est fait pour être détestable et pour être détesté. Et
En fait, tout au long du texte, on va pas se rendre compte qu'il est sous l'emprise de la drogue, qu'il devient fou. Et moi, je m'en suis rendu compte personnellement au moment où on découvre qu'il est sous l'emprise de l'opium, où on nous le dit en fait. Avant, j'avais pas du tout capté parce que c'est pas comme Sunny par exemple, qui est évidemment en train de perdre les pédales. Non, Altan, c'est vraiment en subtilité, et une fois qu'on le sait, une fois qu'on découvre qu'en fait c'est vrai qu'il est totalement sous l'influence du phénix et que lui-même devrait être dans la prison parce qu'il n'a pas de jugement adapté et qu'il n'est pas assez réfléchi et que Rin s'en rend compte, et ben en fait c'est à ce moment-là qu'on va comprendre tout ce qui s'est passé avant finalement. Et je trouve que du coup c'est vachement intéressant parce que le fait qu'on s'en rende pas compte, ça montre à quel point la folie qui est induite par les dieux peut se manifester de différentes façons. Et que peut-être, je sais pas, ça c'est une hypothèse, peut-être que le phénix est aussi plus retors et aussi plus axé sur la rage, sur la colère, qui sont des émotions que ceux qui utilisent son pouvoir possèdent déjà. Et donc ça passe peut-être un petit peu mieux, et on a ça aussi comme question à la fin avec Rin, parce que quand elle dit « j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision, j'ai bien fait, c'est ma décision à moi, je ne suis pas folle, le phénix ne me contrôle pas », on a un peu cette arrière-pensée de vraiment « est-ce que tu es sûre ? Est-ce que tu es sûre parce que c'est important ?» C'est vrai qu'on sait jamais en fait, est-ce qu'elle est sous l'influence du phénix à la fin ou pas, ça faudra voir dans le tome 2. J'aime beaucoup cette notion de pouvoir avec un coût. Là, c'est vraiment l'archétype quasiment caricatural de il y a un coût à payer pour utiliser ce pouvoir, voilà. Ça, c'est fait un peu avec des gros sabots, mais tant pis. Parce qu'il n'y a pas d'énormes pouvoirs sans avoir un désavantage et sans avoir un risque finalement. Et là, c'est vraiment poussé à son paroxysme, et c'est là aussi toute la storyline. C'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment la perte de soi-même, et c'est vraiment le fait d'abandonner le contrôle de son corps aux dieux, et c'est vraiment ça qu'ils font en fait, ils acceptent les dieux, c'est pas juste converser avec eux comme Jiang prône, c'est vraiment les laisser posséder le corps en fait, comme Sunny par exemple. Enfin, je voulais revenir sur mon traumatisme de certaines scènes, donc vous qui l'avez lu, je pense que vous savez de quoi je parle, mais aussi d'autres choses qui m'ont un peu marquée et qui sont peut-être un peu moins évidentes. Et notamment la première bataille à Singard. Quelque chose qui m'a absolument marqué, c'est vraiment la sensation de peur qu'on ressent, comme je l'ai dit dans la partie no spoil. C'est vraiment cette rupture entre la partie 1 et la partie 2, et c'est pour ça que je dis que c'est compréhensible aussi dans le choix de l'autrice de faire ça, parce que il y a la partie 1, donc c'est vraiment l'arc de l'apprentissage, un petit peu tout est beau, tout est mignon, même si pas vraiment, mais c'est un petit peu ça. Et d'un coup la guerre, paf, et en fait le fait que ce soit aussi brutal, aussi soudain, peut-être qu'on aurait pu mettre un petit peu plus d'indices avant. Après peut-être qu'il y en a et que je suis juste passée à travers aussi, hein, ça c'est possible, mais c'est vrai qu'on a toujours parlé de la possibilité d'une troisième guerre, mais c'est vrai qu'elle arrive vraiment d'un coup avec quelques paragraphes juste où ils disent ce jour-là il s'est passé ça, ce jour-là il s'est passé ça. Peut-être que ça aurait pu être mixé un petit peu dans l'histoire de l'apprentissage de Rin. Mais le fait que ce soit si soudain, si brutal, ça permet aussi d'expliquer cette peur viscérale qu'on ressent la première fois qu'elle voit les soldats arriver. Et c'est Rin quoi, elle a du courage, elle est prête à tout. Et là, elle est complètement terrorisée, elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus bouger, elle n'arrive à rien faire. Et elle le dit, elle a une seule prière, c'est que quelqu'un vienne la chercher pour la sortir de là. Elle le dit à un moment dans la narration. She wanted to cry, she wanted to scream and hide behind someone. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui revient plusieurs fois, cette sensation de peur, cette sensation d'angoisse, et qui vient totalement rompre tout ce qu'il y a avant la bravado un petit peu. Cette image qu'elle donne de fille forte et qui s'écroule complètement, comme ça le fait naturellement j'imagine, mais qui s'écroule complètement face à l'ennemi. Et ça c'est aussi ce qu'on retrouve quand le groupe vient attaquer les troupes de la Fédération pour éviter les renforts. Il y a de nouveau ce moment de peur quand elle est face à l'autre soldat, donc quand elle est sous l'emprise de drogue, qui n'aide pas pour la conscience de la peur. J'ai trouvé cette situation très très marquante, et en fait on voit la peur des deux côtés. Et elle le dit très bien, elle le dit que l'autre a peur aussi. Et il y a toute cette description des yeux écarquillés, de la main qui glisse sur le poignard, du fait qu'il hésite, qu'il attende, le fait qu'il soit aussi jeune qu'elle, ou voire même encore plus jeune, que ce soit un adolescent finalement, un enfant.
Et tout ça, je trouve c'est super fort et ça m'a fait penser à une scène du film d'animation Dragon, la scène où Harold est au-dessus de Croque-Mou avec le couteau et à ce qu'il dit à Astrid à la fin du film de « il était aussi terrifié que moi ». Et c'est vraiment ça qu'on ressent et c'est vraiment ce truc de, à ce moment-là, où on se dit « arrêtez, limite vous deux partez chacun de votre côté ». Et là il y a Altan qui arrive et qui décapite l'adolescent et j'ai trouvé ça horrible parce qu'en plus il y a toute la description de Rin qui se prend toutes les taches de sang. Enfin, cette bataille globalement est assez horrible, c'est déjà un premier pas dans l'horreur qui va suivre après. Enfin, je trouve que la description de Sunny qui écrase à main nue les crânes, qui décapite les gens avec le tranchant de la main, où on a la description de la cervelle qui va voler et des morceaux de crâne, etc. Enfin, c'était horrible. Horrible, mais tout ceci ne m'a pas préparé pour Golinnis. Je pense que je me souviendrai pendant très longtemps du moment où ils arrivent dans la ville, où ils sont sur le bateau et où là ils voient l'eau qui se teinte de rouge et après les cadavres putréfiés qui arrivent dans l'eau et qui sont retenus par le barrage et qui font qu'ils stagnent à cet endroit-là. Et la description des cadavres, puis la description des corps mutilés, des corps violés, des corps accrochés au mur, des pyramides, des statues, etc. Enfin, franchement, vous savez de quoi je parle, vous l'avez lu, c'est absolument horrible et je pense que je me souviendrai toujours de cette description et c'est là où j'ai eu des nausées. Et ce que je disais en introduction, c'est vraiment cette scène, c'est vraiment ce moment-là qui a été basé sur la guerre sino-japonaise et notamment sur quelque chose qui s'est passé pendant cette guerre qui est appelé le viol de Nanjing et qui a quand même eu lieu, enfin on est loin des horreurs qui se sont passées au 14-15e siècle. C'était en 1937, c'était il y a même pas 100 ans les gars, donc voilà. Où en fait les Japonais avaient déjà pris Pékin et Shanghai et là ils sont arrivés à Nanjing qui était la capitale chinoise à cette époque-là. Pendant le trajet jusqu'à Nanjing et l'occupation et les 6 semaines qui ont suivi, ils rapportent des atrocités, enfin des gens qui ont été violés encore et encore, des mutilations, enfin voilà. Un spectacle vraiment comme ce qu'on peut avoir dans ce livre et c'est pour ça que c'est très intéressant parce qu'il y a eu des atrocités et des telles horreurs qui ont été commises pendant cette guerre, pendant cette époque. Je dis pas qu'elles rivalisent avec les camps de concentration, etc. parce que c'est pas fait sur une même échelle et c'est pas une même volonté systémique, on va dire. Mais c'est quand même des horreurs dont on ne parle pas, en tout cas dans notre monde occidental. J'imagine qu'en Chine ils en parlent, je crois qu'au Japon beaucoup moins, ils nient encore un petit peu les choses, ils disent non ça s'est pas passé. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui est très dur et dont on n'avait pas conscience et je suis contente d'avoir réalisé que ça s'était passé grâce à ce livre. Et juste petite interlude, pour contrebalancer toutes ces horreurs, je veux parler de la seule chose positive, du seul rayon de soleil de ce livre, qui est Jiang, qui est la personne la plus pure et la plus innocente du monde, qui est complètement fou et complètement drogué, mais c'est pas grave, on l'aime beaucoup. Bon, ils sont tous fous et drogués, donc l'un dans l'autre, faut bien en choisir un pour l'aimer un peu. Donc voilà, je l'aime, et c'est lui qui a raison depuis le début, et elle aurait dû l'écouter. Si je sais, arc narratif, tout ça. Mais elle aurait dû l'écouter quand même. Mais bon, même si je vais faire une pause parce que je pense que mon cerveau a eu assez de meurtres et de génocides pour quelques jours là, donc je vais lire des trucs un peu plus positifs, mais j'ai vraiment envie de savoir où ça va aller. Est-ce que Rin est complètement sous l'emprise du phénix et complètement folle? Qu'est-ce que fait le dieu du vent là? Est-ce qu'il est en train de décimer toute la population qu'on voulait sauver? On ne sait pas exactement ce que c'était cette histoire avec la reine, on ne sait pas à quel point elle est responsable de la guerre, on ne connaît pas non plus ses pouvoirs d'hypnose, un petit peu de manipulation, ça me fait un peu penser au serpent dans le livre de la jungle. Voilà, ça se sent vraiment très tôt au final dans l'histoire et donc on sait pas du tout jusqu'où ça va aller et je pense que ça va prendre des proportions beaucoup plus importantes dans le deuxième tome. Et j'ai vu des reviews sur Goodreads qui disaient que le deuxième tome était encore plus sombre que le premier. Alors, plus sombre que de génocide, je vois pas trop bien comment on peut faire, mais apparemment c'est possible, donc j'ai un petit peu peur. Mais en même temps j'ai envie de le lire, donc on verra bien ce que ça donne. Sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.